Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. C'est une bonne question parce que effectivement quand on dit vie pro, vie perso, on a une vision assez restreinte et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, mais tu vois, les parents et puis le boulot. C'est bien sûr plus vaste que ça. Il y a un temps, je disais équilibre des temps de vie et récemment, je me suis dit que même ça me convenait pas parce que c'est pas juste une question de temps, mais c'est plus une question d'harmonie de vie en fait. Tu vois, c'est fondamentalement une question de choix. Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser à un moment ou à un autre ? Et quelle joie de vous partager ce nouveau format du Pompon et qui plus est de commencer avec Sandra. Un format dans lequel je m'intéresse à un sujet spécifique pour vous donner un maximum de contenu, de tips et de conseils grâce à mes invités. Alors dans cet épisode, on aborde avec Sandra cette question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors je lui ai posé plein de questions. Est-ce que c'est une utopie ? Comment on trouve l'équilibre ? Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui justement d'équilibre ? Comment on fait pour bien se connaître ? Est-ce que toi, Sandra, t'es équilibrée ? Tant de questions que je lui ai posées sur ce sujet qui a pris une place importante dans nos vies depuis le Covid notamment. Un épisode passionnant qui vous permettra, je l'espère, de déculpabiliser sur cette recherche épuisante d'équilibre parfait. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Sandra. Salut Théo. Merci de me... Attends, parce que quand je rigole, non, c'est un chat dans la gorge. Quand je rigole, après j'ai ça. Alors. Ah, quand tu rigoles, après t'as ça ? C'est toi qui m'as fait rigoler. Ah, pardon, excuse-moi. Non, je rigole. Il est très bon cet épisode en fait. Oh mon Dieu. Oh là là. On y va. Bonjour Sandra. Bonjour Théo. Merci de me recevoir chez toi pour le coup. Ouais, et avec plaisir. Très contente de te recevoir sur le Pompon. Ouais, moi aussi, je suis contente. On se connaît un peu pour le coup. Ouais. On peut le dire. Et je suis très content parce qu'avec toi, je lance un nouveau format sur le podcast. Un format où je vais m'intéresser à un sujet particulier. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre entre vie pro et vie perso. Et peut-être d'autres vies d'ailleurs, on verra. Et on verra ce qu'on met derrière derrière la vie pro, derrière la vie perso. On va parler de ton podcast aussi, qui s'appelle Les Équilibristes. Le nom est suffisamment évocateur pour voir de quoi on parle dedans, n'est-ce pas ? Mais moi, j'aimerais te demander si tu pouvais nous partager 3 temps forts de ce que tu as fait avant ce que tu fais aujourd'hui. Elle est française, ma phrase, elle est je suis bien pas ta sûr. phrase, Elle est bien, ma phrase. géniale. Bon, t'as l'idée, quoi. J'ai compris. Parce que tu as lancé Les Équilibristes en 2018, le podcast en tout cas, et après d'autres activités ont suivi. Mais si tu as 3 temps forts de nous partager avant ça, ce seraient lesquels ? 3 temps forts. Pour te connaître. Ouais. Alors, premier temps fort, enfance aux États-Unis, sans aucun doute. Ouais. J'ai passé une partie de mon enfance là-bas. J'y suis arrivée quand j'avais 4 ans, je suis repartie quand j'avais presque 10. Et c'est des années qui m'ont modelée d'une certaine manière. Donc, j'ai bien conscience que l'Amérique des années 80, c'est pas l'Amérique d'aujourd'hui, que j'étais enfant, et voilà. Mais je garde une grande gratitude d'avoir vécu cette enfance-là. Parce qu'aux États-Unis, j'ai pris d'autres réflexes et j'ai pris d'autres... je me souviens très bien du retour en France, tu vois, pour te dire, parce que le décalage était tellement grand dans tout un tas de choses, dans la manière d'être en groupe, dans la manière de considérer les qualités, versus en France où on te met toujours le doigt sur ce que tu dois améliorer. Aux États-Unis, l'objectif de l'école, c'est de donner confiance en soi. C'est une grosse partie de mon identité encore aujourd'hui. Quasiment toutes mes lectures, tout ce qui nourrit mon travail aujourd'hui, ça vient de là-bas ou de pays anglophones. Voilà, donc ça, c'est un premier gros temps fort. Ouais. Deuxième temps fort, je dirais la naissance de mon fils, qui a coïncidé avec une grosse promotion pour moi au travail. J'étais en congé mat et on m'a rappelé. Donc, il y a 10 ans.
Bah ouais, c'est ça. Ouais, bientôt, il va avoir 10 ans, ouais, exactement. Donc voilà, j'étais jeune maman et j'ai été un peu catapultée directrice marketing. Je devenais chef de mon équipe dont je faisais partie avant. Je me suis retrouvée au CODIR, au milieu de gens très, très différents de moi. Donc j'avais absolument les compétences pour faire ça et l'envie. Et j'ai aussi découvert ce tiraillement terrible que j'ai ensuite exploré dans les équilibristes entre une ambition professionnelle forte. J'ai toujours adoré apprendre, c'est vraiment un de mes plus gros moteurs, tu vois, faire des nouvelles choses, être en lien avec les autres, c'est vraiment des trucs hyper importants pour moi. Et j'étais en déplacement tout le temps, alors que j'adorais ça, j'adorais les États-Unis, le fait de bosser avec des gens du monde entier, c'est vraiment un énorme plaisir et moteur. Mais voilà, j'étais moins à la maison, j'avais mon petit bébé et donc ma vie s'était réduite à le boulot, mon bébé et c'est tout. Et je me suis dit, oulala, mais attends, c'est ça en fait, la vie d'adulte, c'est ça. Et ça m'a beaucoup travaillé et ça m'a beaucoup interrogée sur qu'est-ce que je veux en fait et à quoi on a le droit entre guillemets d'aspirer, tu vois. Je me souviens avoir eu des discours très durs envers moi-même en me disant mais je peux pas aller à la danse, je peux pas, tu vois, comme si c'était des caprices, tu vois. Et je me disais ouais mais ça fait quand même partie de qui je suis, donc comment je mets de côté toutes ces parties-là. Donc deuxième temps fort. Et troisième temps fort, je dirais, entre-temps, il y a eu la naissance de ma fille, et voilà. Mais le troisième temps fort, c'est le fait d'être passée 100% indépendante. Parce que ça a été, je ne m'étais jamais projetée comme entrepreneur, même si petite, je jouais tout le temps, j'inventais des boîtes et tout ça, donc c'était rigolo. T'inventais des boîtes, génial. Ouais, j'essayais de résoudre des problèmes que j'avais en inventant des boîtes imaginaires. Génial. Ouais. Mais pour autant, je me voyais pas entrepreneur spécialement, tu vois. Et là, le fait de me mettre à 100% à mon compte, ça m'a demandé de dépasser beaucoup de peurs et beaucoup de certitudes que j'avais sur la précarité, plein de choses, tu vois, des idées assez angoissantes et assez ancrées sur le fait que si, en fait, je pouvais inventer mon job. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et c'était quand ça, quand tu t'es mise à ton compte ? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ok, trop chouette. Merci pour ces 3 partages. Ça permet de mieux te connaître aussi, de mieux appréhender le sujet dont on a parlé. Équilibre, vie pro, vie perso, on en parle de plus en plus. Pourquoi on en parle ? Est-ce qu'il y a un problème ? Alors, on en parle parce qu'on est autorisé à en parler maintenant. Ok. On en parle. Moi, je me souviens très bien quand ça a commencé à me travailler, comme je disais tout à l'heure, quand ça a posé problème pour moi, c'est à l'arrivée de mon enfant. Parce qu'il y a eu une contrainte tout d'un coup. D'une part, des gros changements professionnels qui demandaient pas mal d'énergie et de temps. Et puis, mon bébé qui demandait aussi de l'énergie et du temps. Et donc, cette contrainte sur mes ressources a fait que je me suis posé la question. Avant ça, c'était assez simple pour moi de bosser beaucoup, mais pas non plus démesurément, et de voir mes copains, de voir mon chéri, d'aller à la danse, il n'y avait pas de problème. Donc cette contrainte-là, je ne parle pas de moi pour parler de moi, c'est parce que cette période-là, on ne parlait pas de ce sujet-là. Quand la question de l'équilibre, c'était une question très intime dont on parlait avec ses potes, et puis voilà. Et en fait, le Covid a donné une résonance au sujet très différente, où c'est comme si on s'était rendu compte, mais vraiment littéralement comme si on s'était rendu compte que les gens avaient une vie en dehors du travail. C'est original quand même de se dire... C'est que les gens se rendent compte, comme tu disais, à la fois ils en parlaient avec leurs amis, mais en fait c'était quoi ? C'était tabou dans le reste de la société ou... C'était tabou au travail parce qu'en fait on a un modèle d'organisation du travail qui est très hérité de la révolution industrielle et de toute cette période-là où en fait les rôles étaient très divisés de manière assez genrée en fait, où les femmes géraient la maison, les hommes occupaient l'espace en dehors de la maison, et ça allait très bien comme ça. La question de l'équilibre a commencé à se poser au moment des luttes féministes pour les droits des femmes, parce qu'elles ont dit sinon on va massivement travailler, il faut que quelqu'un s'occupe de nos enfants, et donc il faut que quelqu'un nous remplace à la maison. Et ça, on s'en est pas franchement emparé à l'échelle où le sujet doit être traité, à savoir collective, sociétale, au niveau des entreprises. C'est plus du bidouillage au sein des familles ou pour les parents solo, du bidouillage tout seul. Donc là, je parle parents, mais bien sûr que la question se pose de manière beaucoup plus large aujourd'hui.
Et donc voilà, donc le Covid a vraiment permis de se dire, en fait, ce modèle du travailleur idéal, il ne marche pas. Il y a des gens qui vivent des choses en dehors du travail qui sont très gourmandes en ressources aussi. Et on a besoin d'avoir des ressources pour vivre, en fait. Et parce qu'il y a une sorte de cycle, enfin, où en fait, ce qu'on vit en dehors vient nourrir ce qu'on fait au travail, etc. Et donc je schématise en disant on a découvert que les gens avaient une vie en dehors du travail, et je schématise aussi en disant qu'on a découvert qu'on n'était pas des robots, et que donc on a des rythmes à respecter, des variations à respecter. Donc le sujet est nouveau. Et est-ce qu'il y a un problème ? Oui, il y a un problème, mais aujourd'hui, c'est vrai que la question de l'équilibre vie pro-vie perso, elle est tellement vaste qu'il y a des endroits où elle recoupe la question de la santé mentale, bien sûr, qui aussi a pris une importance terrible, le mot est juste, depuis la pandémie. Les gens vont pas très bien. Et est-ce qu'il y a un problème ? Oui, parce qu'on se rend compte qu'au-delà du bien-être individuel, tout ça a des conséquences sur des questions de représentation dans les organisations, de choix qu'on fait, des choix de carrière, etc. Et donc, c'est un sujet beaucoup plus fondamental et stratégique que simplement le bien-être, qui est super, hein, le bien-être, mais il y a un côté un peu gadget, on s'en occupera quand on aura le temps. Et c'est beaucoup plus important que ça. Ouais. Et alors justement, toi, avec tes activités, entre autres avec le podcast aussi, tu vas recevoir des personnes avec qui tu vas parler de ça sous différents angles. Comment ça évolue aujourd'hui ? Est-ce que les entreprises s'emparent vraiment du sujet ? Et je dis vraiment parce que tu peux avoir, je dis n'importe quoi, mais un happiness office manager qui va essayer de trouver le bon équilibre dans tout ça, peut-être ou pas. Est-ce que vraiment les entreprises s'en emparent et elles ont conscience du besoin de s'en emparer là aussi ? L'adoption est très, très diverse. Enfin, il y a des entreprises qui ont très bien compris le sujet. En fait, très souvent, ça dépend de ce qu'incarne et de ce que vit le dirigeant ou la dirigeante. Parce qu'il y a des entreprises où c'est un non-sujet, en fait. Où bien sûr que si tu as besoin d'aller faire un rendez-vous en pleine journée, l'objectif, c'est que ton travail soit fait. Donc, en fait, on te fait confiance. Il y a vraiment ces ingrédients-là, tu vois, de confiance, d'autonomie, qui sont au cœur de la question de l'équilibre. Ça vient très clairement du dirigeant ou de la dirigeante. Et il y a beaucoup d'entreprises qui tâtonnent sur le sujet, qui veulent s'en emparer parce que, en fait, on voit bien que c'est un des premiers critères de choix de poste. On voit bien que c'est une aspiration assez universelle aujourd'hui. C'est même plus une question de genre, bien sûr. C'est même pas une question d'être parent ou pas. Et ces entreprises-là s'en emparent comme elles peuvent. Et aussi parce que le sujet est tellement vaste que si toi, je te demande, Théo, ce que ça veut dire pour toi, l'équilibre vie pro-vie perso, tu auras une réponse bien différente de la mienne. Et toi, Théo, aujourd'hui, aura une réponse très différente de toi, Théo, dans un an. Donc, le sujet, il a vraiment besoin d'être affiné pour comprendre ce que ça veut dire. Moi, j'accompagne plein de sortes d'organisations et à chaque fois, sous la casquette équilibre vie pro-vie perso, on se retrouve à aborder des choses parfois totalement différentes. J'ai accompagné des médecins il n'y a pas longtemps où en fait dans le premier atelier on a parlé globalement équilibre vie pro vie perso et ensuite le deuxième on l'a ajusté par rapport à ce qu'on avait vu dans le premier. On a vraiment parlé communication, émotion pour des gens qui n'ont zéro espace pour parler de ça. Ça fait partie de l'équilibre, ça, de pouvoir se dire j'ai pas besoin de cacher mes émotions. Elles ont une place, elles ont le droit d'être là. D'autres groupes dans une grande administration, on s'est rendu compte que c'était plus une question de comment on priorise, comment on fait en sorte que les journées ne soient pas essorantes pour les gens, tu vois, qu'on sorte pas. Tu peux faire des horaires, comme quoi c'est pas une question d'horaire, tu peux faire des horaires entre guillemets corrects, qui a priori te laissent du temps pour vivre autre chose, mais si ta journée ça a été une succession de réunions, que t'as pas eu le temps de respirer, que t'as vu personne, que t'as mangé un sandwich devant ton PC, bah t'es pas bien. Et donc c'est pas équilibré entre guillemets non plus. Donc il y a vraiment plein de choses dans le sujet. Donc en fonction de... C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller identifier qu'est-ce que vous voulez dire par là. Qu'est-ce que ça veut dire chez vous, l'équilibre vie pro, vie perso. Et puis d'apporter des solutions qui sont bien souvent plus organisationnelles et culturelles que des choses qui peuvent aider, hein, mais qui sont du nice to have, enfin du en plus. Il y a fondamentalement un sujet autour de quelle est la place du travail dans la vie des gens. Et après, j'ai eu des échanges récemment très intéressants sur le sujet, mais en fonction de à qui on parle, ça fait écho à des choses très différentes. Et j'ai parlé récemment avec des dirigeants qui me disaient, mais pour moi, ces sujets-là, c'est vraiment une question de désengagement du travail, tu vois.
Moi, j'ai jamais vu les choses comme ça, mais c'était intéressant de l'entendre. C'est de dire, bah oui, mais ça veut dire que les gens trouvent pas ce dont ils ont besoin au travail. En fait, on a besoin d'avoir plusieurs piliers dans la vie. Et peut-être c'est OK dans ce cas-là. Ouais, complètement. Donc, et dans ce cas-là, tu le définis comment, toi, l'équilibre vie pro, vie perso? Et est-ce que cette définition, elle est bonne, tu vois? Parce qu'on parle d'équilibre. Moi, je mets à chaque fois le vie pro, le vie perso. Est-ce que c'est ces deux-là qu'on met à la fois ensemble et j'ai l'impression face à face aussi? Est-ce qu'il n'y a que ça là-dedans? C'est une bonne question parce qu'effectivement, quand on dit vie pro, vie perso, on a une vision assez restreinte et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, mais tu vois, les parents et puis le boulot. C'est bien sûr plus vaste que ça. Il y a un temps, je disais équilibre des temps de vie et récemment, je me suis dit que même ça me convenait pas parce que c'est pas juste une question de temps. Mais c'est plus une question d'harmonie de vie en fait. Tu vois, est-ce que c'est fondamentalement une question de choix. Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser à un moment ou à un autre? On oublie cette question du choix parce qu'on a l'impression qu'on peut tout faire rentrer tout le temps. Donc il y a revenir là-dessus. Il y a vraiment une question d'arbitrage. Et donc je trouve que la notion d'harmonie, sans tomber dans l'idéalisation non plus de chercher de l'harmonie tout le temps, mais en tout cas, cette idée que comment je fais de la place, ce qui compte pour moi à un moment donné, tu vois, comment j'ai assez de ressources, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'attention financière même, pour prendre soin de cette partie-là de ma vie au moment où c'est important. Ouais. Quand tu parles d'harmonie, moi je vois tout de suite un chef d'orchestre avec un orchestre derrière. Et au final, c'est tout de suite l'image que j'ai. Où nous sommes notre propre chef d'orchestre. Et après, on fait jouer en harmonie différents instruments qui parfois vont sonner un peu faux. Donc il faut qu'il s'entraîne un peu plus celui-ci pour faire partie d'un tout. Au final, c'est un peu l'idée. C'est de créer notre propre musique de la vie. Oh là là, je m'enflamme. Lyrique ce matin, Théo. Non, mais tu vois, c'est un peu l'idée d'aller créer notre propre musique et de faire en sorte que les violons sonnent bien avec, je sais pas si un piano, bref, on met les instruments qu'on veut, mais que tout ça puisse bien sonner ensemble. Et c'est vrai que par moment, s'il y en a un qui sonne moins bien, faut aller le travailler un peu plus. C'est un peu ça l'idée, non? Complètement. Tu vois, il y a une étude longitudinale qui court depuis, je crois, 1974, qui est menée par un professeur de Harvard qui s'appelle Robert Waldinger et qui étudie ce qui rend les gens heureux. Tu vois, et c'est quand même ça au fond la question. C'est qu'est-ce qui fait que ma vie a de la saveur et que j'ai l'impression de vivre la vie que j'ai envie d'avoir. Et c'est pas nier le fait qu'il y a plein de choses qu'on contrôle absolument pas et qu'il y a des choses avec lesquelles on est bien obligé de composer, mais là où j'ai du pouvoir d'agir, comment j'exploite ce pouvoir d'agir. Et justement, toi, dans les personnes que tu accompagnes, parce qu'il y a beaucoup de dev perso derrière tout ça, développement personnel au final, pour trouver son équilibre, il faut se connaître en fait. Ouais, il faut se connaître. Ça, comment c'est un énorme... T'as combien de temps là? C'est le travail d'une vie quand même. Donc, et puis en plus, on change, heureusement. Donc, mais tu vois, ma réponse, il y a aussi un peu de ça. Il y a aussi un peu de comment je garde de la compassion et un peu de distance et d'humour par rapport à tout ça. Développement personnel, j'adore moi ce terme et je trouve qu'en France on est très sceptique et très cynique, tu vois, ça un va. peu cynique autour de on ça, est hyper cynique. Moi j'avais une coach qui disait le développement s'arrête pas à l'âge de 18 ans quoi. On n'a pas fini de grandir et c'est le développement à l'âge adulte. On peut rebrander ça comme ça. Ça le rend peut-être plus sérieux, tu vois, plus acceptable, plus... Mais donc comment on se connaît, on reste curieux. C'est pas se regarder le nombril en permanence, contrairement à... J'ai souvent des échanges avec des gens qui me disent oui, mes parents ou mes grands-parents disent mais qu'est-ce que vous regardez le nombril, vous, votre génération? Je pense pas. Je pense vraiment pas. Mais je pense qu'on est face à des tels enjeux qu'on a cette... Pour moi, c'est une hygiène aussi, tu vois, dans les relations aux autres aussi, de se dire comment je connais. Donc, pour répondre à ta question, comment on se connaît, en étant un bon pote pour soi, en se demandant, déjà en se faisant accompagner, ça aide quand même pour changer de regard aussi, changer de perspective et puis regarder les choses avec un peu plus de recul. C'est vraiment cette idée-là, tu sais, de mettre de la distance entre qui on est et ce qu'on fait. Et voilà, et rester très curieux.
tout au long de la vie. Ouais. Et alors, je rebondis sur ce que tu disais, le côté de se regarder le nombril. J'ai plutôt l'impression qu'on va se regarder un peu, peut-être au-dessus du nombril, le plexus solaire, et un peu le cœur aussi, tu vois, en fait, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et plutôt être en lien avec nos ressentis. Et tu vois, quand je parle avec des personnes, ou même moi je l'ai vécu, hein, quand tu as un blocage, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas, qui convient pas, et donc c'est à comprendre. Quand aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent du sens, c'est aussi parce que parfois, tu peux avoir cette frustration dans ce que tu es en train de vivre, mais tu n'arrives pas à l'expliquer ou à mettre des mots dessus. Au final, on est un peu là-dedans aujourd'hui. C'est d'essayer de se comprendre soi pour après trouver le bon équilibre. Ouais, complètement. Et c'est moi, j'aime bien toujours replacer l'équilibre comme un exercice collectif. Dans les entreprises, mais même en fait au sein de tous les collectifs dont on fait partie, y compris le couple, la famille, les cercles d'amitié, etc. Il y a effectivement à définir ce qu'on entend par là pour soi à un moment donné, mais cette mise en musique, pour reprendre ta métaphore, elle se fait à plusieurs, on n'est pas seul, quoi. Et donc c'est des mouvements de je donne attends, ça va pas s'entendre, je pense. Si, ça va s'entendre. Ah, génial. Coucou. Ah, génial. C'est notre coucou suisse. Tu couperas si tu veux. Moi, je pense que je laisserai. Ouais, c'est de se dire qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je demande, où est-ce que je mets des limites. Enfin, il y a plein de choses autour de ça. Pour revenir à l'entreprise, la question de l'équilibre, elle passe aussi par le fait de mettre des limites. Moi, il y a plein de clients avec qui on apprend, et même au niveau des équipes, hein, et même des managers, des dirigeants, des RH qui me disent il faut que vous nous aidiez à apprendre à nos équipes à dire non. Ok, bah ouais, carrément. Donc voilà. Avant d'appuyer sur le bouton enregistrer tout à l'heure, je te disais que pour moi, j'en avais peur de l'équilibre d'une certaine manière parce que j'ai l'impression que c'était être immobile. Et j'avais vraiment cette image aussi, en plus, toi, tu as fait de la danse, si je ne m'abuse, de danser dans le déséquilibre pour, in fine, parfois toucher du doigt l'équilibre. Mais j'avais bien cette idée de déséquilibre et d'être OK avec et de danser là-dedans, quoi. Mais tu n'étais pas d'accord. Si. Ah si, d'accord, ok, moi je suis pas d'accord avec l'équilibre comme un truc statique. C'est pour ça que... non, mais c'est pour ça que je disais, t'étais pas d'accord avec cette idée de, pour moi l'équilibre c'est quelque chose qui me fait peur parce que c'est être immobile. Mais donc, oui, tout à fait. Avec ça, oui, je suis d'accord avec ce que tu racontais après. D'accord. Ouais, complètement. On met les choses dans l'ordre. Donc d'accord avec cette notion de déséquilibre, mais pas d'accord avec le fait que l'équilibre c'est de l'immobilité. Non, c'est pas du tout de l'immobilité, et c'est peut-être là où on se trompe souvent, c'est qu'on a l'impression que on présente aujourd'hui l'équilibre comme un truc de plus à cocher, quelque chose de plus à réussir. Et les réseaux sociaux aident pas avec ça. Et donc on a l'impression que dès qu'il y a de la friction, tu vois, je reviens à mon histoire d'harmonie tout à l'heure, dès qu'il y a de la friction ou de la tension, on a l'impression que c'est l'indicateur que ça va pas du tout. Alors que c'est fait partie de la vie. et moi j'aime bien considérer l'équilibre comme une succession de déséquilibres. Tu vois, des trucs rattrapés, quoi. Tiens, ça marche plus. Comment j'ajuste ? Ah, il me manque un peu de ça. Comment j'en remets ? Et c'est donc effectivement être à l'écoute et dans une forme de pilotage. C'est un peu moche, hein, mais un peu de pilotage, quoi. De dire qu'est-ce que je décide ? Qu'est-ce que je choisis ? Ouais. Et alors, comment tu vois, par exemple, typiquement, mais c'est ce qu'on s'est déjà dit, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai pas forcément le temps de tout faire. J'ai l'impression que c'est en m'organisant mieux que je vais réussir à tout faire. Et quand je dis tout faire, c'est à la fois faire ce que je fais avec le Bon Point, avec les podcasts, un peu démarcher par moment, ou en tout cas aller à la rencontre de personnes pour bosser, faire un peu plus de sport, trouver le temps pour lire, trouver le temps pour rencontrer des gens aussi, trouver le temps pour aller un peu plus en nature. À chaque fois, je dis trouver le temps en plus. J'imagine qu'il y a un lien là-dedans aussi, mais j'ai envie de faire tout ça et en même temps, est-ce que c'est possible de cocher toutes les cases ? Ça, c'est une question, tu vois. Et comment on fait pour pas justement se noyer là-dedans, en fait, d'une certaine manière ? Je prends mon exemple, mais je pense qu'il parle à plein de gens parce qu'on a tous envie de faire plein de choses. Oui. D'une part, la première chose, c'est que chouette. Cool. Bon, déjà, non, mais chouette, parce que ça veut dire que t'es plein de vie, que t'as plein d'envie. C'est chouette, quoi. C'est plutôt bon signe que d'avoir plein d'envie. La deuxième chose, c'est qu'on est un peu allergique aujourd'hui à la notion de choix, je crois. Je vais m'appuyer sur 2 interviews que j'ai faites qui m'ont marquée.
La première, c'est Christophe André, le célèbre psychiatre. Alors, j'étais tellement contente. Ouais. Trop bien, ouais. Un échange vraiment merveilleux et où il rappelait une chose. Et souvent, ça fait du bien de prendre de la hauteur sur notre époque et de se dire, attends, on est en 2024, il y a 2000, même en 2020, c'était tellement différent, même 2000, c'était tellement différent, et de prendre juste un peu de hauteur. Et Christophe André nous rappelle la chose suivante, c'est que l'univers de nos grands-parents, c'était le village. Il y avait une bibliothèque, c'était un meuble, c'était fini. Il y avait 10 livres dedans. Donc on pouvait faire le tour des 10 livres. Ouais. On pouvait connaître tout le monde puisque c'était 40 personnes. Aujourd'hui, on est bombardé, entouré en permanence de choix, d'options, c'est infini. Et ça, c'est très récent. Très, très, très récent. C'est même... c'est Internet et c'est même les smartphones parce que c'est encore c'est à 10 ans, 10-15 ans même pas. Smartphone c'est 2007, tu vois, c'est 15 ans. l'iPhone. Un peu plus, ouais. Donc, je pense à Instagram aussi, aux réseaux sociaux qui sont arrivés un peu après, quoi, mais ouais. Donc ça, c'est pas anodin parce que notre cerveau qui, lui, est resté très, très, très ancien dans son fonctionnement, cette profusion de choix et d'options, il sait pas bien faire avec ça. Donc, ça crée une forme d'angoisse et de panique de comment je vais arriver à tout faire. Tu vois, je prends on n'aura jamais lu tout, on n'aura jamais tout regardé, on n'aura jamais... Enfin voilà, c'est assez vertigineux quand on y pense. Donc, c'est de se rappeler ça et de se dire, entre ce qui est aujourd'hui techniquement possible versus ce qui est physiquement et cognitivement possible, il y a un gouffre, quoi. Ouais. C'est terrible. Donc il faut l'accepter. Oui, mais il faut... Alors, et ça, c'est une question. Est-ce qu'il faut l'accepter Non, c'est pas ça. C'est plus que dans ton énumération tout à l'heure, c'est aussi se demander, ça c'est peut-être un truc un peu plus pratique, c'est se demander parmi toutes ces choses que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire ou qu'est-ce que je me dis que je dois faire pour... être un bon frère, un bon fils, un bon pote, un bon je sais pas quoi. Enfin, et moi j'aime bien aider mes clients à faire la chasse au il faut. Tu vois, par exemple le sport. Alors oui, il faut faire du sport parce que c'est bon pour la santé mentale, physique, tout, parce que c'est comme ça qu'on vieillit bien, etc. Mais entre il faut faire du sport 5 fois par semaine et je fais du sport 1 fois par semaine parce que j'adore ça, tu vois, il y a plein de nuances possibles. Donc, arriver à distinguer le « j'ai envie de » versus le « je dois », il faut. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose qui est une autre façon aussi d'aborder cette profusion de choix et d'envie, c'est une perspective que m'a offerte un de mes derniers invités dans le podcast, Romain Collignon, et qui a eu cette image qui m'a beaucoup aidée, moi, c'est de dire... En fait, lui, il se fait comme une bibliothèque de projets qu'il a envie de faire. Donc, plutôt que de dire je peux pas le faire et tu vois, d'être un peu dépité de ça, il se dit je le mets dans mon espèce de banque là et je le ferai plus tard. C'est pas le moment. Ouais. Tu vois, je peux pas tout faire en ce moment, donc je choisis de le mettre de côté et ça sera pour plus tard. Et lui il dit il y a pas de projet trop ambitieux, il y a que des deadlines trop ambitieuses. Donc pas mal. C'est une autre façon de voir les choses. Effectivement. Est-ce que tu abordes aussi parfois le rapport au corps dans tout ça et le lien avec notre corps là-dedans? Là aussi, quelle est sa place dans cet équilibre? On l'écoute pas beaucoup, le corps. Le corps, il est fondamental et j'accompagne souvent des gens, je le dis avec beaucoup de tendresse, c'est des têtes ambulantes, quoi. Et je m'inclus dedans parfois, heureusement qu'il y a la danse, mais c'est d'arriver aussi à réapprendre que notre corps, il nous raconte des choses. Et il est sacrément malmené avec nos vies extrêmement sédentaires, extrêmement solitaires aussi au quotidien. Et donc, le corps, il est là pour nous dire plein de choses. On sait que le nerf vague est un nerf qui transmet des informations depuis les organes vers le cerveau et pas uniquement depuis le cerveau vers les organes. Et donc voilà, c'est aussi arriver à effectivement remettre le corps dans l'équation. Et pour ça, il faut il faut bouger. Enfin, y a, là, pour le coup, il y a vraiment un il faut. Il y a une sorte d'hygiène. C'est rigolo quand on regarde les emplois du temps des gens qui ont créé des choses incroyables, des grands écrivains, des grands
Il y a toujours du mouvement dedans. Mais pas forcément du sport, mais ça peut être juste même une balade. Mais d'avoir cette habitude de mobiliser son corps pour l'écouter. Ouais. Oui, parce que c'est une chose de le mobiliser, de le mettre en mouvement, mais c'en est quand même une autre qui est difficile aujourd'hui, de l'écouter. Enfin, difficile aujourd'hui, je sais pas comment c'était avant, mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, comme on est dans la tête. On n'est que dans la tête, et c'est pour ça que des pratiques aussi de méditation ou de scan corporel, ce genre de choses peuvent être vachement utiles pour des gens qui ont très peu l'habitude aussi de recevoir des sensations. Mais on peut aussi s'amuser à être à l'écoute et se dire tiens, ce mal de ventre qui revient chaque semaine, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, je me bloque systématiquement le cou ou la tête à tel moment, qu'est-ce que ça raconte, plutôt que de le balayer comme étant quelque chose d'assez inconfortable et douloureux, mais aussi un peu encombrant, tu vois. Mince, il va falloir qu'en plus je m'occupe de ça. C'est en fait, qu'est-ce que ça me raconte? Clairement. Et alors, bon, je pensais à ça aussi, mais c'est sujet plus vaste, c'est de dire aussi on a une éducation, une façon de faire qui passe par la tête. Enfin, tu vois, on est noté par rapport à des écrits, par rapport à tout ça. Et je repense, il y a pas très longtemps, j'étais avec la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat. On met pas assez en avant tout ce qui est plus manuel, ce qui est plus lié à ce savoir-faire là, qui est un peu, enfin, qui est aussi évidemment dans la tête, mais qui a ce lien avec les mains, avec le corps, quoi. Enfin voilà, c'est un sujet plus vaste, mais on met beaucoup en avant des personnes qui fonctionnent par leur cerveau et un peu moins par leur corps, même si les deux sont évidemment liés. Je suis en train de lire un bouquin magnifique de Alexandre Lacroix qui s'appelle La Danse. Ah, chouette. Alexandre Lacroix qui est philosophe, directeur de la publication chez Philosophie Magazine, qui a eu l'autorisation d'aller regarder les danseurs de l'Opéra de Paris. C'est magnifique ce livre, et donc il y a plein de choses autour de ça, c'est vachement chouette. Est-ce que toi t'arrives à être équilibré? En fait c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est des équilibres qui se succèdent, et où en fait j'ai pris cette habitude de t'étais là quand on a fait un atelier ensemble il n'y a pas longtemps, avec un exercice qui s'appelle la roue de la vie, et qui est un exercice que je fais presque naturellement sans avoir besoin de le faire, en fait, où j'ai en ligne de mire ce qui compte pour moi à un moment donné, et je choisis de prioriser des choses, et donc il y a des moments où je mets de côté certaines choses, et il y a des moments où j'ai besoin de récupérer ces choses-là, donc je remets de côté d'autres choses, et en fait il y a à la fois cette habitude-là, et puis aussi une désacralisation du sujet, en fait, de se dire le terme même d'équilibre parfois il me gêne. J'avais lu il y a pas longtemps que tu étais là en fin d'année dernière, j'en avais un peu marre de ce terme équilibre. Parce qu'en fait je pense qu'il crée des attentes inouïes, et qu'on se met en route pour de la déception, en fait, tu vois. Donc c'est plus une idée de vague, et il y a des moments on est porté, des moments on est au fond du truc, et puis ça repart, quoi. Il y a toujours mais oui, t'as raison, c'est vrai que parfois j'ai l'impression ce qui peut être entre guillemets dangereux là-dedans, c'est la quête de l'équilibre parfait, et en fait ça c'est pas possible. Non, c'est pas possible, et c'est pour ça que je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Moi je vois vraiment les ravages de la comparaison. C'est un trait humain, il n'y a pas de honte à se comparer, ça fait partie de notre fonctionnement humain, d'animal humain. On en a besoin, mais tâchons de nous comparer pour nous inspirer plutôt que pour nous sentir nazes, tu vois, ou pour nous dire que c'est pas assez bien ou qu'on fait pas assez bien. Et attention à ça, attention à l'idéalisation de la vie des autres. On a fait un épisode il y a pas longtemps avec deux amis avec qui on fait régulièrement des épisodes sur la place de l'intime. Et on vit une société très paradoxale où on a à la fois accès à l'intimité la plus intime des gens, où parfois on se dit ouh là là, c'est trop, j'ai pas envie de savoir. Et en même temps, on se fait des films. Parce que même cette intimité-là est mise en scène. Complètement. Et donc, il y a une phrase que j'avais, je sais plus où je l'ai lu cette phrase, mais ne comparons pas notre scène, la scène de notre vie, pardon, plutôt les coulisses de notre vie, à la scène
des gens sur les réseaux et même dans la vie en fait. Voilà, ayons bien conscience de cette idée que la vie c'est des hauts et des bas et donc l'équilibre c'est aussi des hauts et des bas. Ouais, complètement. Faut vraiment avoir cette notion, je trouve, de temps long aussi. Ouais. Sur cet équilibre, quoi. Enfin... Ouais, des trucs qui se nivellent. Ouais, exactement. Est-ce que tu aurais une lecture, un film, un documentaire, que sais-je, à nous partager, quelque chose pour aller essayer de creuser au-delà, évidemment, d'écouter ton podcast, donc je t'en fais la promotion, d'aller écouter les équilibristes, évidemment, et même de te lire aussi, parce que tu écris, j'écris souvent dans Welcome to the Jungle, oui, c'est ça? J'écris pour Welcome to the Jungle, je fais partie du lab, donc ça, j'aborde le sujet surtout sur le biais, sous l'angle pour les entreprises, et ma newsletter qui est destinée à tout le monde, mais qui apparemment fait du bien. Alors, il y a cette fameuse étude là, de Robert Waldinger. Je pourrais t'envoyer le lien du TED Talk où il en parle. Parce que c'est pas une question de nouvelle, l'équilibre. C'est juste qu'elle a ce nom-là aujourd'hui. Mais dans le fond, ça veut dire quoi vivre une vie, une bonne vie tu vois, c'est une question des philosophes. Hein. C'est pas récent tout ça. Ouais, c'est clair. On appelle ça équilibre aujourd'hui. Ouais. Mais c'est comment je vis ma best life, pour reprendre le terme des chansons de mes enfants. Non, j'ai horreur de ça. En plus, j'ai horreur de ces trucs de la meilleure version de soi-même. Mon Dieu, la pression, quoi. Ouais, non, c'est clair. Oui, c'est clair. Et si genre, il y a la pire version de moi-même aujourd'hui, ça se passe comment? Vous êtes prêts? C'est parti. Non, mais blague à part, il y a cette étude-là qui est fabuleuse et je pars l'écouter en conférence à Boston en mai. Ok, chouette. Donc ça va être incroyable. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre sur cette question de l'équilibre? Si toi, il y a un livre qui t'a marqué. Voilà, mais alors, il y a un livre récemment qui m'a beaucoup plu, et qui est en anglais, je crois. Mais qui s'appelle Real Self-Care. C'est une psychiatre qui a écrit ça, une psychiatre américaine, et qui vient un petit peu bousculer l'image qu'on a aujourd'hui de ce que c'est que le self-care. Tu sais, on parle beaucoup de care, on parle beaucoup de prendre soin de soi. C'est fondamental. Mais prendre soin de soi, ça veut dire quoi, en fait? Et ben, c'est beaucoup moins... Dans le fond, c'est beaucoup moins glam et hey que tu vois. C'est pas... Alors, bien sûr que d'aller se faire masser, c'est génial, mais c'est quand ça va bien. Enfin, c'est pas ça qui va changer fondamentalement la vie. Donc, c'est les fondamentaux, quoi. C'est se connaître, c'est développer des relations de qualité, savoir s'écouter, savoir se reposer. Enfin, voilà. Donc, et ce bouquin, je l'ai trouvé très, très bien parce que elle remet l'église au milieu du village, en quelque sorte, tu vois. Donc ça a fait écho avec plein de choses qu'on aborde avec mes invités, donc ça m'a beaucoup plu. Donc ça, c'est en anglais, par contre. Ok. Mais après, tu avais la danse dont tu parlais tout à l'heure. La danse, il est beau celui-là. Non, et puis il y a un livre. Alors, je sais que tout le monde n'a pas forcément d'enfants, tous les gens qui écoutent, mais il y a un livre qu'on a lu avec les enfants qui est absolument magnifique, qu'on en ait ou pas, qui s'appelle Jacominus. C'est un livre, déjà les illustrations sont d'une beauté, c'est superbe, c'est l'histoire d'un lapin, c'est une très très belle histoire et c'est vraiment son histoire de son enfance jusqu'à l'âge adulte et c'est vraiment cette quête-là, ce petit Jacominus là, de comment avoir une bonne vie avec ses amis, avec sa femme, avec ses enfants, dans ce qu'il fait, enfin, c'est magnifique et j'aime bien citer ce livre parce qu'il est splendide et il pose des questions fondamentales et c'est chouette de les aborder avec les enfants. Chouette. Oui, c'est bien, ça apporte un autre regard aussi, ça nous fait du bien. On arrive tranquillement à la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé sur ce sujet-là et tu te dis ça pourrait être chouette d'en parler? Je reviendrai au collectif. Parce que il y a plein de gens que j'accompagne. Tu vois, j'ai eu une première session là, d'un programme de coaching de groupe et il y en a plein qui en ont profité pour avoir des conversations avec leur conjoint ou leur femme sur tout ça. Et c'était très touchant de voir ça parce que quand on sort de cette impression qu'on a à tout résoudre tout seul, on est beaucoup plus fort. Et on vit une époque on a beau avoir l'impression d'être très connecté, on est au contraire très seul. Et donc c'est cette idée de
comment je me relie aux autres. C'est un peu mon obsession en ce moment, c'est cette idée de comment on se relie aux autres malgré tout ce qui pourrait venir entraver ces liens, les incompréhensions, la fatigue, le stress, tout ça, c'est des tu-liens. Donc c'est cette idée de comment on s'aide les uns les autres en fait, comment on s'aime aussi, mais comment on s'aide les uns les autres. Chouette. Dernière question de ce podcast, mais que je pose aussi sur tous les autres épisodes. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Je crois que tu vois, l'amour, c'est le premier mot qui me vient. Non, mais c'est vrai, l'amour. Ouais, l'amour et la curiosité, les deux. Chouette. On va terminer là-dessus, c'est beau. Donc j'invite tout le monde à te suivre, évidemment, à aller écouter Les Équilibristes. Et puis je te dis à très bientôt. Merci pour ton partage. Théo. Merci à toi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. C'était un bonheur cet épisode. Un bonheur d'en apprendre plus sur le sujet, de se détendre un peu avec cette quête d'équilibre parfait et un bonheur de partager un joyeux moment avec Sandra. Je vous invite à suivre son podcast, à vous abonner à sa newsletter et à la suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait tout simplement du bien. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Merci aussi de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide grandement d'autres personnes à découvrir ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon. D'ici là, prenez soin de vous, dansez dans le déséquilibre et aménagez votre propre bibliothèque. À très vite.